Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Oudéa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur général de la Société Générale. Alors, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêterez si ce n'est pas le cas, l'an dernier, la priorité des priorités, c'était de renforcer les fonds propres de la Société Générale, votre solvabilité. C'était l'urgence de 2019. Quelle est l'urgence de 2020 ? L'objectif de 2020, après, comme vous l'avez dit, avoir rempli et répondu à cette question de la solvabilité, c'est la rentabilité. Ouais. Et cette rentabilité... Sur la solvabilité en mission accomplie, on en parle 2 secondes, mais mission accomplie. Oui, je crois. Enfin, d'ailleurs, oui. L'accueil des résultats le montre, mission accomplie. Et derrière, donc, c'est la rentabilité. Cette rentabilité, c'est peut-être d'abord dans les métiers de financement et de marché, surtout, montrer que le moteur de génération de revenus est bien là. Et puis, bien sûr, sur les coûts, montrer les bénéfices de la restructuration de 2019, qu'elles se traduisent bien en 2020. Nous sommes extrêmement confiants là-dessus. Ouais. Et donc concrètement, on va encore plus dans le détail, pour faire croître le bénéfice, pour faire croître les revenus qui sont dans le rouge sur 2019, vous disiez, c'est serrer les coûts, toujours et encore serrer les coûts, ça c'est la base, mais aussi trouver quels sont les métiers qui sont, mettre le paquet, j'ai envie de dire, sur les métiers porteurs, et lesquels, parce qu'il y a des métiers qui souffrent aussi, enfin c'est compliqué tout ça. Plus que jamais, effectivement, c'est allouer le capital là où les activités croissent. C'est vrai que la banque de détail en France, de ce point de vue, on voit une érosion des revenus. Elle n'est pas spécifique à la Société Générale, partout à cause des taux bas. Ouais. Même s'il y a des bons volumes d'activité, les revenus tendent à s'éroder. En revanche, la banque de détail à l'international, nos services financiers, que ce soit le leasing, l'assurance ou la location de flotte automobile, là, ce sont des revenus en croissance. Et puis, en 2020, nous montrerons une croissance des revenus de banques de financement et d'investissement, une croissance modérée, mais nous sommes confiants, là aussi, d'avoir de la croissance. Sur quel métier, justement, sur les vous avez d'abord les activités de marché, parce que, notamment, je pense à la croissance organique, mais il y a aussi, on a vu que la Deutsche Bank a vendu aussi, ou d'autres, des activités de marché. Vous n'êtes pas positionné dessus, hein? Alors non, parce que nous, on est en train de finaliser l'intégration des activités de marché de la Commerzbank. On avait acheté ces activités-là. D'ailleurs, ça alimentera la croissance du revenu. Sur les activités de marché aussi, vous savez, on est un spécialiste des produits, des solutions d'investissement. Et il y a beaucoup d'épargne dans le monde, dans un monde un peu incertain. Donc nous continuons, par exemple, à penser que là aussi, nous pouvons continuer à développer le revenu. Quelles sont les activités de marché qui marchent bien, pour le coup, qui fonctionnent bien, qui sont en croissance? Chez nous, encore une fois, d'abord, au T4, à la fois les activités de marché actions et les marchés de FIC se sont développés. Les activités qui sont pour nous les plus porteuses, ce sont encore une fois les solutions de financement et d'investissement, les solutions qui sont destinées à l'épargne. Celles sur lesquelles on s'est refocalisé et qui sont plus difficiles d'un point de vue de la rentabilité, ce sont des produits de flux, c'est-à-dire la masse où les marges sont très très faibles. Ouais. Mais nous sommes encore une fois confiants sur le portefeuille d'activités que nous avons. Ouais. Il y avait cet objectif, Frédéric Oudéa, de rentabilité sur fonds propres de 9 à 10% pour 2020, qui a été abandonné. Jean-Yves Sarr, pourquoi et on peut remettre une date sur ces 9-10%? Vous avez dit à moyen terme, mais moyen terme, c'est pas... Moyen terme, ce qu'on a dit, c'est que cette année, entre surtout les effets de la baisse des taux et un environnement qui reste difficile, nous avons dit notre rentabilité va progresser. Ouais. Nous ne serons vraisemblablement on est à 7,5, je crois, sur 2019. Hein. 7,6, voilà, ouais. 7,6 sur 2019. Nous aurons un progrès de la rentabilité. Nous gardons la cible 9 à 10. Et ce qui est important, c'est justement de s'inscrire dans l'amélioration structurelle de la rentabilité. Ouais. C'est des moteurs de croissance de revenus. C'est aussi un travail sur le coût qui va continuer au-delà de 2020. Mais quoi, 5 ans, on se dit 5 ans, 3 ans? C'est juste parce que... Des échéances, effectivement, de l'ordre de 3 ans. En général, les plans financiers, c'est des plans de 3 ans. On parle aussi maintenant, s'il vous plaît, de votre politique en matière de dividendes. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça va changer à partir de l'année prochaine. Vous allez mélanger versement en cash et rachat d'actions. Pourquoi ce changement? Et est-ce qu'il faut redouter, les âmes chagrines ont toujours peur, une baisse du dividende sur 2021? Certains experts ont dit ça pourrait baisser de 30% de dividende l'année prochaine. Non, alors ça, c'est des baisses absolument farfelues. Nous allons distribuer le même montant à nos actionnaires, 50% de notre résultat net. C'est au fond la norme des banques européennes. Simplement, on a écouté nos actionnaires et eux-mêmes nous ont dit, bon, écoutez, c'est très bien le niveau de dividende aujourd'hui cash, mais c'est un rendement très très élevé au fond. Vous avez peut-être intérêt à avoir une partie dividende avec un bon rendement, mais aussi racheter des actions tant que, en tout cas, les actions en question sont mal valorisées, parce qu'en termes de création de valeur pour l'actionnaire,
c'est quelque chose de rentable. Donc il peut s'y retrouver sur la bien partie sûr. plus-value en action, c'est ça l'idée. Et surtout l'augmentation du bénéfice par action, parce que si on rachète des actions et qu'on les annule, voilà. Donc en fait, ils peuvent s'y retrouver au final. Mais bien sûr qu'ils vont s'y retrouver, même à mon avis gagner, parce que encore une fois, on va distribuer à nos actionnaires sous les deux formes le même montant, 50%. Mais l'engagement d'un plancher à 2,20 € par action ne tient plus. Bah oui, parce que comme il y a une variation aussi, il y a une partie que de rachat d'actions, on ne pourrait pas rester sur le même plancher. Donc on dit 40%, 4/5 va être versé sous la forme classique et jusqu'à 10% pourrait être du rachat d'actions. Mais au total, c'est 50% qui va être distribué aux actionnaires. Bon, voilà qui est clair. On parle de l'action, justement, l'action SocGen. 45% de hausse en 6 mois. Bon, j'imagine que c'est un rebond qui vous satisfait, évidemment. Vous pensez que le pire est derrière, encore une fois, pour l'action SocGen, ou dit autrement, qu'il y a une bonne dynamique aujourd'hui sur le titre? Si vous voulez, bien entendu, pourquoi? Parce que vous faites référence à une période où il y avait des craintes autour du capital. Des craintes, là aussi, un peu fantaisistes. Est-ce qu'on va aller lever du capital? Est-ce qu'on va savoir absorber les impacts réglementaires? Bref, des questions qui finalement n'avaient pas lieu d'être. On a apporté des réponses définitives à ces questions. Donc oui, ces hypothèques sont levées. Voilà, ces hypothèques sont levées. Donc effectivement, en 6 mois, on est passé grosso modo de 21 à 31. Mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là. Et en apportant des réponses sur la rentabilité, de continuer bien sûr à avoir un re-rating du titre. Ouais, parce que c'est dingue quand on voit le PER, ratio course-bénéfice par action de SocGen sur les résultats 2020. On est à moins de 6. Et là, on se dit c'est donné. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de banques. Et en même temps, les investisseurs ne se ruent pas. Oui, mais c'est peut-être en train de changer aussi. Pourquoi, au fond, il y a des niveaux de valorisation de ce type? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes aussi sur les règles du jeu et les enjeux réglementaires. Justement, à nouveau, combien de capital nécessaire pour faire votre revenu, votre rentabilité? J'ai le sentiment que 2020 va être une année charnière. Je pense qu'en 2020, on va avoir des réponses à peu près définitives à ces questions. Et que la visibilité sur ces questions et probablement des réponses plus favorables qu'anticipées vont aider à globalement... Réponse de la part de qui, pardon, je n'ai pas compris. Des régulateurs. Sur quels aspects? BAL 4. BAL 4. Quel type de capital faut-il mettre sur chaque activité? Vous savez que normalement, d'ici le milieu de l'année, on devrait avoir la proposition de la Commission, donc y voir clair. Et puis derrière, les conséquences que vont en tirer les superviseurs sur leur exigence de capital. Pour les banques européennes. Pour les banques européennes en général. Et ça, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur le secteur, mais à mon avis, qui peut disparaître d'ici la fin de l'année et être plutôt favorable à ce secteur. Frédéric Oudéa, vous parliez des taux bas, ça touche les banques évidemment, ça touche aussi les compagnies d'assurance qui, elles aussi, sont fragilisées par ces taux qui sont bas depuis maintenant un peu trop longtemps. Vous avez dû vous-même, il y a quelques jours, recapitaliser votre filiale d'assurance, Sogecap. Vous n'êtes pas les seuls, fin 2019, je crois que c'est Suravenir et G2R La Mondiale qui ont dû faire pareil. Cette augmentation de capital, cette recapitalisation, c'est quelque chose qu'on comprenne bien de manière spontanée de votre propre chef, ou encore une fois, ce sont les contraintes réglementaires qui vous obligent à le faire? Là, celle-là, elle était totalement par anticipation de notre propre chef. Et le ratio de solvabilité qu'on affiche en fin d'année 2019, en fait, on aurait pu éviter de la faire. Alors pourquoi? Mais on voulait s'inscrire plutôt dans la durée, faire cette recapitalisation et permettre d'avoir des scénarios, y compris gérer des scénarios de taux bas pour longtemps. Aujourd'hui, on a un ratio de solvabilité excellent. Ça nous permet de continuer à développer nos activités. Donc vous avez voulu prendre un temps d'avance, c'est ça? Oui, on a voulu prendre un temps d'avance. On avait la marge sur le capital. Notre ratio de core tier 1 intègre, bien entendu, cette augmentation de capital qui est restée modérée au total. Et au-delà de Sogecap, des taux bas, encore une fois très longs, ça handicape les banques, ça handicape les assureurs. Certains se sont dit, ouais, les assureurs sont en danger à long terme. Il y a quand même un problème de fond, si on devait rester encore une fois sur les taux bas pendant 10 ans. Imaginons, on reste là où on est pendant 10 ans. C'est le Japon. Si on reste, le Japon existe, le Japon Ils sont pas morts, c'est ça? Le Japon n'est pas mort. Donc c'est pas tellement la question, c'est que derrière, on voit bien, d'abord pour les banques, effectivement, ça érode les revenus sur l'activité de banque de détail en zone euro. C'est là l'intérêt d'avoir d'autres activités qui ne sont pas sensibles à ces taux bas. Pour les assureurs, il est clair qu'il faut changer la panoplie de produits. Vous ne pourrez pas assurer aux clients comme d'habitude un produit dit en euros qui rapporte du 1,5, 1,7, 1,8, 1,9, puisque les actifs sous-jacents qui sont les dettes souveraines ne rapportent pas. Donc à l'infini, ça tend vers zéro. Oui, ou en tout cas zéro plus. Donc il faut arriver à réorienter l'épargne vers d'autres supports qu'on appelle plutôt en unité de compte.
Et tout ça peut être pertinent aussi, d'ailleurs, dans les réflexions autour de la retraite. Ouais. Le fonds en euros, c'est un produit qui a été inventé dans les années 80, à l'époque où la structure de taux d'intérêt n'était pas celle d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a tous les avantages. On a la rentabilité qui s'érode de plus en plus. On a la garantie en capital, on a la liquidité. Il faut prévenir les Français que ça sera de plus en plus difficile d'avoir les trois à l'avenir. Ah bah oui, d'une certaine manière, d'ailleurs, le marché s'est adapté, a commencé à baisser ses rendements, puisque on ne crée pas d'argent comme ça par miracle, nous. Cet argent des Français qui nous est confié, on l'investit dans des actifs. Ouais. Ces actifs sont notamment les dettes souveraines. À partir du moment où les dettes souveraines ne rapportent plus, comme par le passé, on va dire au moins 2 ou 3%, mais tendent vers zéro, et c'est compliqué d'assurer le même rendement. Donc quand on dit que le fonds en euros est mort, c'est pas faux de dire ça quelque part. Non, le fonds en euros n'est pas mort, il rapportera beaucoup moins. Ça pourra correspondre à un certain appétit pour le risque, mais les gens qui voudraient avoir plus de rendement et qui peuvent s'inscrire dans une perspective longue auront à aller vers d'autres supports. Et par exemple, des supports qui intègrent plus d'actions. On parlait du rendement de Société Générale. Si vous voulez avoir des rendements... 7%, Société Générale. Oui. Encore une fois, de toute façon, les actions offrent, c'est vrai, un rendement plus satisfaisant. Et on pourra s'inscrire dans une perspective longue avec plus d'investissement actions. Ouais, après, on ne voit pas non plus de report massif, de flux massif, d'emballement massif des Français pour les unités de compte. Et là, on se dit quand même qu'il y a... quelque part, ils préfèrent ne rien gagner que prendre le risque de perdre un petit peu. Et on peut les comprendre. Et on se dit qu'en même temps, ce n'est pas la bonne stratégie quand on a un peu de temps devant soi. Attendez, c'est bien qu'il n'y ait pas que les gens ne se ruent pas, parce que quand les gens se ruent en général... C'est pas une bonne chose. Ça finit mal en général. Non mais voilà, l'idée c'est... Non mais il y a la version risque, et puis il y a l'inertie du passé, un fonds euro qui a surperformé avec garantie en capital, liquidité pendant des années. Changer les mentalités, c'est normal, ça prend du temps. Il n'y a rien de spectaculaire et de nouveau. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est une nouvelle fois, dans les arbitrages, il faudra tenir compte du fait que les rendements des fonds en euros vont structurellement baisser et que dans des logiques de retraite, à 20 ans, avec certes des hauts et des bas sur les marchés boursiers, il est pertinent de réfléchir à avoir une part en unité de compte, plus exposée aux actions, avec des entreprises qui savent délivrer effectivement du rendement à travers les dividendes. Ouais. Allez, petite question Frédéric Oudéa. Qui a dit « les banques poussent à la roue sur le crédit immobilier » Quelqu'un qui était à votre place. En décembre, un régulateur. Oh, je ne vois pas. On va voir les images. François Villeroy de Galhau, qui était sur le gouverneur de la Banque de France, qui était donc sur ce plateau. Les banques poussent à la roue, c'est ce qu'il m'a dit, sur le crédit immobilier. Il a raison ou il a tort? Écoutez, on a un crédit immobilier. On l'écoute peut-être d'abord ou... Non, pas l'écoute, je l'ai dit. Voilà. D'accord. Bon. Écoutez, le crédit immobilier est un produit très attractif pour les Français. Parce qu'on parlait d'épargne, je vais vous dire. Peut-être que le support principal aujourd'hui de l'épargne des Français, en fait, ils le voient à travers l'acquisition de leur maison et de leur appartement, y compris dans la perspective de retraite, en se disant au moins, j'aurai ça. Et à travers un crédit immobilier pas cher, j'épargne chaque mois. Bon, ça, c'est un vrai choix. Le crédit immobilier reste est originé par les banques d'une manière rationnelle, sûre. Je crois qu'il n'y a pas d'enjeu de risque. Ce que le gouverneur de la Banque de France a souhaité faire, c'est dire prévenons des dérives éventuelles futures. Arrêtons-nous à 25 ans, par exemple. N'allons pas au-delà de 25 ans. Ce qui peut être une tentation si jamais les prix augmentant et les salaires n'augmentant pas, des gens sont obligés d'aller plus loin. Donc, on s'arrête à 25 ans, on est parfaitement d'accord. Donc, à la Société Générale, il n'y a plus de crédit pour les particuliers en immobilier. Au-delà de 25 ans, c'est terminé, il n'y a plus. Bien sûr, nous, on suit les recommandations qui nous sont faites. On est obéissants. On a nos contrôleurs qui nous disent. Donc, tout le marché, d'ailleurs, au-delà de 25 ans, et c'est probablement très bien de ne pas aller au-delà de 25 ans. Et ensuite, de bien vérifier que ce qu'on appelle le taux d'effort. 33%. Voilà. Taux d'effort, c'est le... Voilà, c'est le rapport entre ce que vous remboursez par mois et votre revenu disponible, pour que vous ayez assez, bien sûr, pour vous nourrir, pour vivre, etc. C'est totalement logique. N'aille pas au-delà de 33%, sauf exception, dans une certaine limite. Donc, ce sont des recommandations que nous sommes en train d'examiner, mais bien entendu, nous, ce que nous disons, continuons à alimenter un crédit sûr, qui est attractif pour les Français, et reconnaissons que les banques sont en train de faire bénéficier l'ensemble de nos concitoyens des taux bas. Regardez à quel niveau vous empruntez pour acheter votre argent. C'est une forme d'épargne.
c'est une forme de protection pour le futur parce que les Français se disent, une fois que j'ai l'appartement, la maison, quand je serai en retraite, je n'aurai pas de loyer à payer et je me porterai bien. Oui, mais si vous appliquez, si on tire la pelote jusqu'au bout, si vous appliquez ces recommandations, à savoir pas de crédit au-delà de 25 ans, on respecte bien les taux d'effort de 33%, indirectement, le robinet du crédit va se fermer un petit peu pour certains qui vont se voir refuser leur dossier. Non, je ne crois pas. Écoutez, on va... D'ailleurs, la Fédération bancaire, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, l'Observatoire des crédits aux ménages, qui est proche du lobby bancaire de la Fédération bancaire française, a affirmé que si les banques appliquaient à la lettre les recommandations de la Banque de France, enfin du HCSF, 100 000 ménages, il y a ce chiffre qui est sorti, 100 000 ménages en 2020, cette année, qui seront exclus du crédit immobilier, qui n'auront pas d'accès à leur logement. Ce chiffre, vous le reprenez à votre compte ou pas, ces 100 000? Non, je n'ai pas vu l'étude en question. Je crois qu'on est dans une démarche, de toute façon, là, pragmatique. Il y a des recommandations, on va regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain. Je suis sûr que les autorités seront d'accord pour ajuster ce qui devra l'être. Ce que nous disons, nous avons continué à originer des crédits d'une manière rationnelle, regardant la situation des ménages. Cette situation ne s'arrête pas d'ailleurs à 2 ou 3 paramètres, c'est un tout. Hein, on regarde la composition des revenus. Et puis l'apport personnel, est-ce que vous êtes plus sévère, entre guillemets, sur l'apport personnel? Avant, vous pouviez financer 100%, maintenant, vous demandez 10% minimum à la Société Générale d'apport personnel? Non, justement, nous restons dans une approche souple en fonction de la situation, du ménage, de ses revenus, de la stabilité de ses revenus. Chaque cas est un peu particulier. C'est là d'ailleurs la difficulté d'avoir des normes, des critères sur 1 ou 2 paramètres qui soient très rigides, puisqu'il y a d'autres paramètres qui permettent d'aller au-delà, le cas échéant, sans mettre en risque le ménage. On n'a pas envie de mettre en risque les Français. Bref, ce que je veux dire, gardons une approche pragmatique. Il y a ces recommandations. Des recommandations, ce sont des bonnes pratiques. On est en train de les mettre en place. Il y a des exceptions et on va regarder dans 6 mois. Qu'est-ce que ça aurait créé? L'idée n'est pas, je crois, personne n'a envie de freiner le crédit immobilier, le bon crédit immobilier qui satisfait les Français. Avec un crédit immobilier qui croît 2 fois plus vite en France, d'ailleurs 6% je crois sur un an par rapport à la moyenne en zone euro, ce qui prouve que ça marche bien en France. Mais oui, ça marche. Et je vous dis, c'est une solution d'épargne pour les Français. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Les gens se disent, si je n'ai pas encore envie d'acheter des actions, si je n'ai pas envie finalement de remettre plus d'argent dans de la dette souveraine qui va me rapporter du 0, quelque chose, eh bien, je vais peut-être acheter mon appartement bénéficiant des taux très bas. Et je répète, dans 20 ans, je serai propriétaire et je n'aurai plus de loyer à payer quand je serai en retraite. Mais malgré tout, après on change de sujet, il y a quand même cette idée que certains vont se voir fermer, qui n'auront plus accès au crédit. Je crois. Notamment peut-être les primo-accédants, ceux qui font de l'investissement, l'immobilier locatif. Nous serons vigilants pour faire en sorte que justement on ne ferme pas de porte. Et nous avons un dialogue avec les pouvoirs publics, le ministère des Finances, la Banque de France. Si jamais il y avait un problème, on leur dirait « vous devez ajuster cela pour éviter ce type de conséquences ». Si on prend un peu de hauteur, on se dit quand même que est-ce que c'est très cohérent de voir vous l'évoquez, une Banque Centrale Européenne qui met ses taux au tapis pour favoriser le crédit immobilier? Ça marche en France. Et de l'autre côté, justement, HCSF, une Banque de France qui demande aux banques d'appuyer un peu sur la pédale du frein. Il n'y a pas un peu, un peu de schizophrénie là-dedans? Vous en pensez quoi? Ça le fait sourire. Hein. Non mais bien sûr, c'est un peu, j'appuie sur l'accélérateur avec le pied droit et je freine en même temps. Vous savez comment ça se passe en général? Oui, la voiture tourne en rond. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait la difficulté d'avoir une même politique de taux d'intérêt, au fond, dans des économies assez différentes. Et ça, on en revient à un point fondamental. Parce que cette politique, ça a été pour stimuler le crédit, en particulier dans un certain nombre de pays de la zone euro. Pays du Sud. C'était moins un enjeu sur la France. Et au final, le système bancaire étant en forme, il n'y a pas eu de graves conséquences de la crise financière en France. Et bref, c'était un peu moins indispensable. Et bien entendu, les autorités françaises, leur rôle, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de dérapage du crédit dans de telles conditions. Bon. Et donc, c'est un équilibre subtil à trouver. C'est vrai que ça peut apparaître paradoxal. Bon, paradoxal. Autre sujet, c'est demain vendredi, Frédéric Oudéa, que HSBC lance le coup d'envoi de la vente de sa filiale française, donc de banque de détail HSBC France. Premier tour des enchères qui commence demain vendredi. Question qui est très simple, qui peut amener une réponse très courte. Est-ce que oui ou non, vous allez faire une offre? Pourquoi je vous pose la question? Parce que tous ceux qui ne sont pas intéressés, tous les patrons de banque pas intéressés, l'ont fait savoir officiellement, publiquement, BNP, Crédit Agricole, CIC. Vous ferez une offre, oui ou non? Ma réponse, pas de commentaire sur ce type de dossier.
Donc ça veut dire peut-être que oui. Pas de commentaires sur ce type de dossier. On en saura plus demain. Entre 2014 et 2018, pourquoi on parle de ça? On parle des agences, en fait, des agences bancaires. La France a vu fermer, au global, plusieurs centaines d'agences. Le cabinet SIA Partners, Frédéric Oudéa, nous dit cette semaine, 1100 agences fermées en 4 ans, une baisse de 3%. Si on arrête de se regarder le nombril et qu'on regarde ce qui se passe un petit peu à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne, on voit des baisses en moyenne sur 4 ans de 20%. Et donc là, on se dit, waouh, nous on a fait 3%, on a fait donc un 7e du chemin. Est-ce qu'il faut redouter ou pas en France? Et ça va au-delà de la Société Générale. Hein. Est-ce qu'il faut redouter une accélération de la fermeture des agences dans les prochaines années? Écoutez, ce n'est pas ce que j'entends, en tout cas, de ce que je vois du marché. Et vous avez tout à fait raison de dire, en fait, aujourd'hui, c'est en France qu'on a, probablement avec l'Espagne, la densité d'agences par centaines de milliers d'habitants la plus élevée. C'est problématique? Donc, non, ce n'est pas problématique. C'est un choix de la profession qui est de dire on veut garder la proximité. L'agence nous paraît en tout cas... Au détriment de la rentabilité? Attendez, l'agence nous paraît encore importante. Mais oui, mais bien sûr. L'agence nous paraît encore importante. Et il faut juste que les Français comprennent que derrière, évidemment, il y a des coûts à ce service, à cette présence. En tout cas, aujourd'hui, il y a une singularité française de proximité. Pour autant, évidemment qu'on doit aussi regarder les enjeux de rentabilité. Ouais. Et que nous avons commencé, et c'est vrai, nous, Société Générale, comme peut-être certains autres, à ajuster notre réseau d'agences. Pourquoi? Nous sommes notamment dans les grandes villes, nous. Il y a 10 ans, vous aviez besoin d'aller assez régulièrement déposer de l'argent, en retirer, déposer vos chèques, faire un virement, peut-être demander même le solde de votre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous procédez comme ça, vous? Vous avez probablement une application, j'espère du groupe Société Générale, qui vous permet de faire plein de trucs. Donc ça plaide pour la fermeture d'agences. Mais bien sûr, mais une fermeture progressive, raisonnée, qui consiste à dire, il n'y a peut-être plus besoin d'avoir 2 agences à 200 mètres l'une de l'autre. C'est encore le cas aujourd'hui? Regardez, dans Paris... Vous voulez dire du même groupe ou de banques concurrentes? Oui, non, mais de même groupe, parce que... Ça arrive d'avoir à 200 mètres attendez, regardez, il y a encore des densités d'agences dans des grandes villes. Non, ce qui se fait, c'est justement parce que vous n'allez en agence peut-être qu'une fois par an, pour quelque chose de très important, votre prêt immobilier ou votre épargne, que comme vous allez peut-être voir votre médecin 1 ou 2 fois par an, là, vous pouvez marcher 10 minutes, c'est pas grave. Donc la conséquence, c'est que le gros des fermetures d'agences, c'est à venir en France, à vous écouter. Non. Le gros des fermetures, il y a beaucoup des fermetures d'agences ont eu lieu. Chaque réseau a sa propre stratégie. Ouais. Hein. Les mutualistes ont une stratégie très différente des banques commerciales. Hein. Chaque réseau a sa stratégie. Il y a des implantations très très différentes. La situation en zone rurale n'est pas la même qu'en zone urbaine, comme à Paris, Lyon ou Marseille. Donc chaque agence, chaque réseau définit sa stratégie. Donc il n'y a pas à avoir peur. Non, alors sûrement pas d'avoir peur, parce que la proximité, au fond, elle augmente. Elle augmente parce qu'elle est à la fois par les agences, par les conseillers et par des canaux digitaux qui permettent aux Français à tout moment d'être en contact avec leur banque. Vous avez aujourd'hui, quand on voit l'explosion des contacts sur les applications, des transactions sur les applications, un contact permanent avec votre agence. Et pour des produits simples, ça fonctionne très bien. Et une nouvelle fois, les Français n'ont pas peur parce qu'ils pourront avoir accès à un conseiller pour les moments importants, ce qui justifie pour eux d'aller voir un conseiller en agence. Sans que ce soit au détriment, encore une fois, de la rentabilité. C'est tout l'équilibre qu'on a trouvé. C'est votre boulot quotidien, ça. Oui, voilà, à trouver ces espèces de forces un peu contradictoires, on essaie de trouver le bon équilibre. Bon, à quoi ressemblera l'agence du futur? Alors pas en 2050, parce qu'on ne sera peut-être pas là pour voir ça, mais on se dit quoi dans les prochaines années? Ça veut dire déjà plus de conseils? Plus de disponibilité, plus de conseils. Si vous voulez, je ne vais pas vous dire la couleur des murs va être de cette nature. Je vais vous dire, s'il y a une chose certaine... Plus d'automates? Attendez, s'il y a une chose certaine, c'est qu'il y aura des conseillers avec énormément d'expertise. Quand les clients iront voir un conseiller, ces clients eux-mêmes ayant une meilleure compréhension des choses parce que sur Internet, ils auront eu accès à de l'information, etc., il faudra avoir de l'expertise vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des commerçants et des professionnels, comme vis-à-vis des particuliers qui vont avoir, par exemple, du conseil sur l'épargne. Ensuite, vous aurez effectivement des automates, et puis vous aurez le développement, une nouvelle fois, des applications qui seront un complément indispensable à la présence sur le terrain. Ouais. Et des agences multimarques, vous en pensez quoi? Parce que je ne sais pas, l'idée d'avoir chaque banque qui accueillerait ses clients un jour de la semaine. Je crois que c'est différent d'un groupe à l'autre. À la limite, moi je pourrais l'imaginer pour un même groupe, des enseignes d'un même groupe. Honnêtement, entre concurrents, ça me paraît un petit peu compliqué. Bon.
Si on traverse l'Atlantique et on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est assez hallucinant de voir les bénéfices des banques américaines. 120 milliards de bénéfices cumulés pour le top 5 des banques américaines. Année record pour les Morgan Stanley, les JP Morgan, les banques américaines, les Citigroup. Comment on explique, vu de France, encore une fois, cette santé étincelante, ces profits records, alors qu'il y a ce décalage qui est frappant entre des banques européennes qui sont plus à la peine et des banques américaines qui sont au top de leur forme? C'est pas très difficile. D'abord, une croissance supérieure. Ça aide d'avoir un pays qui croît à 3 et pas à 1. Ouais. Surtout les taux. Les taux, c'est un phénomène majeur. Une banque américaine... Donc c'est la faute de la BCE? Non. C'est un peu plus simple, un peu plus compliqué que ça. Oui. Attendez, nous, on paye notre compte courant. Les banques européennes ont des comptes courants à la BCE. Ouais. Des dizaines de milliards d'euros qu'on dépose, on paye 0,5. Les dizaines de milliards de dollars que les banques américaines déposent à la Fed, ils sont rémunérés. D'un côté, ça coûte 7 milliards aux banques européennes, de l'autre, ça rapporte 40 milliards. Juste ça, c'est un facteur qui peut expliquer une vraie différence de rentabilité. Ah donc merci la BCE. Ensuite, merci la BCE. Ouais. Écoutez, les taux sont bas, malheureusement. Combien il y aurait de profits en plus, de bénéfices en plus à la SocGen si... Je vous dis, c'est plusieurs centaines de millions de revenus qui iraient directement au résultat net. Parce qu'il n'y a pas de coût attaché à ça. Ouais. Alors je voudrais juste terminer en disant que par ailleurs, sur leurs activités de marché de capitaux, les marchés américains, et c'est vrai, ont été plus dynamiques. Les IPO, le volume secondaire sur le trading avec des grosses capis, c'est vrai qu'il y a un contraste et que les acteurs européens, qui sont surtout présents d'abord en Europe, ne bénéficient pas de l'activité très forte qu'il y a eu. Toutes les étoiles étaient alignées pour les banques américaines. Il n'est pas impossible, s'il y a un ralentissement de l'économie mondiale et américaine en premier lieu, que les choses soient un petit peu plus compliquées, ne serait-ce que sur les taux dans les deux prochaines années. Ouais, et ces banques américaines, est-ce que c'est vrai ou pas qu'elles grignotent des parts de marché sur aux banques européennes en termes de banques de financement et d'investissement? C'est vrai ça? Chez nous, sur nos marchés. Sur l'Europe, à partir du moment où vous avez des grands acteurs qui se retirent de pans entiers de leur activité, ensuite, il y a une répartition de ces parts de marché qui sont disponibles. Il y a des banques européennes qui conquièrent des parts de marché. Société Générale en fait partie. Sur les actions, regardez les résultats, c'est très clair sur le T4. Ensuite, c'est vrai que les banques américaines en profitent aussi et grignotent des parts de marché. Ouais. Et en termes de poids boursier, on se dit qu'on est quand même des nains, parce que quand on voit 430 milliards d'euros de poids boursier pour JP Morgan, je prends le cas de BNP, qui est la plus grosse capi en zone euro, 60 milliards. Est-ce qu'on est plus que jamais des proies pour les Américains? Non, parce que les Américains, même s'ils sont gros, ont leurs propres limites dans la capacité à grossir leur bilan. Un JP Morgan ne pourrait pas, à mon avis, absorber un gros bilan de banque européenne de 2000 milliards d'euros. Parce que là, ça devient trop gros. Ils sont déjà très pénalisés quand même. Il y a une limite à la taille. Il faut savoir que le monde a changé. Jusqu'en 2007, une banque pouvait grossir en taille sans limite. C'est totalement différent aujourd'hui. Plus vous êtes gros, plus vous avez de contraintes. En Europe? Non, de manière générale, aussi, dans le monde. Ouais. Ah non, ça c'est une réglementation mondiale. Elle n'est pas plus tatillonne et plus contraignante en Europe? La réglementation sur les grosses banques, c'est mondial. Il y a un classement mondial. JP Morgan est numéro 1 et du coup, il a plus de capital que tous les autres à avoir. Donc ça, c'est mondial. Et donc, s'ils grossissaient énormément, ils auraient un problème, je pense. Et les régulateurs américains ne sont pas, à mon avis, spécialement d'accord pour ça. Ensuite, il faut presque demander quel serait l'intérêt de JP Morgan à aller en Europe où c'est pas très rentable, plutôt que de continuer à se développer ailleurs où c'est plus rentable. Donc je pense que ce n'est pas une menace très proche. Je crois que c'est en janvier, lors d'une interview au Financial Times, vous avez évoqué la consolidation rapidement du secteur en montrant que SocGen voulait en faire partie, et évidemment en tant qu'acquéreur et pas en tant que proie. Mais là encore, les régulateurs, c'est compliqué parce que quand on grossit aussi, il y a beaucoup des exigences en termes de capital aussi qui sont des freins justement à cette consolidation. Vous en avez parlé, mais il n'y a rien dans les tuyaux avant un petit moment là quand même, non? Mais tout à fait. C'est absolument pas la priorité, c'est pas le sujet du moment. Ça devrait être une conséquence logique à long terme de l'union bancaire. Terminée, achevée. Il manque un pilier. Il manque beaucoup de choses. Il manque une vraie consensus sur ce que ça doit être. Donc honnêtement, pour l'instant, notre priorité... Ce sont les Allemands qui freinent. Non, c'est plutôt des petits pays qui ont peur de perdre le contrôle. Donc si vous voulez, en fait, clairement, ça prendra du temps. C'est pas pour tout de suite. Notre priorité, c'est créer de la valeur en délivrant sur nos objectifs 2020. Pour être en bonne position. Et le moment venu, on verra. Mais c'est vraiment pas la priorité aujourd'hui. Bon, il faut parler du coronavirus rapidement parce qu'on a vu quand même Kering qui nous a dit hier, alors c'est autre chose, c'est du luxe, mais voilà que ça aura un impact sur l'activité. On a eu Pernod Ricard qui fait un sales warning ce matin
dans les spiritueux en disant voilà, pareil, sales warning lié encore une fois aux ventes en Asie. Est-ce que vous voyez les premiers effets, ou c'est trop tôt, premiers impacts du coronavirus sur vos activités, notamment en Asie? Non, c'est trop tôt. D'abord, je veux dire, notre priorité, on n'est pas très grand en Chine, notre priorité, c'est la sécurité des personnels. Donc, on s'organise, comme toutes les entreprises, pour assurer cette sécurité et continuer, bien sûr, nos activités le mieux possible. Le point fondamental, c'est combien de temps ça va durer? Parce qu'évidemment, il est sûr que peut-être que si ça dure peu, pendant un trimestre, des entreprises comme celles que vous avez citées pourraient voir leurs ventes baisser, puis se redresser très vite quand les gens se remettent à circuler, quand les gens se remettent à sortir et aller faire leurs courses. Le vrai enjeu est de savoir si ça peut durer plus longtemps et si ça peut toucher plutôt des chaînes d'approvisionnement sur certains grands secteurs mondiaux, des télécommunications, des automobiles. Voilà, c'est ça l'enjeu. Personne ne le sait. Moi, pour vous, aucun impact pour l'instant? Non, honnêtement, les impacts sont extrêmement modérés. Parce que je vous dis, la taille de nos activités en Chine sur le total est assez faible. On n'est pas un HSBC, justement. Bon, bref, la question clé, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que au-delà d'un choc ponctuel mais rattrapable, ça peut affecter des grands secteurs? Ouais, on finit là-dessus, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Ce matin, il était sur BFM TV. Il dit en gros, il a fait le calcul, il a dit 0,1 point de croissance en moins sur la France. Si, et encore, c'est conditionné au fait que le pic d'épidémie soit atteint là très très rapidement. Et là, pour le coup, ça a un impact sur la SocGen, parce que pour le coup, 0,1 point de PIB... Attendez, 0,1, entre 1,1 et 1,2% de croissance sur la France, honnêtement, ce n'est pas très significatif. Hein. Donc la question clé, c'est effectivement combien de temps ça dure. Ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc le cours de l'action SocGen, vous êtes bullish dessus Ah ben oui, d'ailleurs, moi, je suis un dirigeant totalement actionnaire, donc oui, absolument. Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous, donc. Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.